Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique a été auditionné ce mardi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il a été question des agents licenciés pour de faux diplômes après enquête menée par la fonction publique et la suspension des agents en fin de contrat. Je vous propose de suivre Swali Mohamed Junaïd et le président de la commission des lois pour plus de précisions. Je pense que la décision qui a été prise de licencier les faux diplômés est bien justifiée parce que le président de la République a déjà tracé la voie et donné sa vision pour l'émergence des Comores. On ne peut pas disposer d'un pays émergent si on n'a pas les agents, on n'a pas les hommes et les femmes capables de piloter cette émergence. Donc si nous disposons à l'intérieur de l'administration des ressources humaines de mauvaise qualité, on ne peut pas prétendre à une émergence. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train justement d'identifier les failles, les insuffisances qu'il y a pour rectifier tout cela, pour permettre à ceux qui sont diplômés, qui ont des bons diplômes, des vrais diplômes, de pouvoir rentrer dans l'administration et pouvoir justement supporter ou bien porter cette émergence là où il se doit. Si aujourd'hui, nous avons limogé ou licencié 100 personnes, ça ne veut pas dire que nous allons tout de suite récupérer 100 personnes du marché pour les faire rentrer dans l'administration. Non, parce qu'aujourd'hui, nous avons un niveau très élevé de ressources humaines, enfin un niveau, je veux dire, un nombre très élevé de ressources humaines, un nombre qui dépasse le besoin. Nous avons réussi à comprendre le fondement, bien sûr, de leurs décisions, tant sur les contractuels qui ont été suspendus, que sur les faux diplômes. Bien sûr, les faux diplômes, ce n'est pas un secret pour personne. Tout le monde sait que les faux diplômes, c'est en quelque sorte une drogue à éviter, parce que si ça entre dans un pays, ça détruit tout le pays. Donc, nous ne pouvons pas construire ce pays avec des gens qui n'ont pas les compétences requises pour exercer leur travail. Mais pour ce qui est des contractuels, nous avons eu plus de précisions ou bien d'éclaircissements sur ce sujet. Ils nous ont montré que les contrats sont arrivés à terme. Donc, ils étaient obligés de les suspendre et de voir le cadre légal de recrutement de fonctionnaires pour que ces gens-là puissent avoir leurs droits légaux et contribuer dans leur pays. La gestion du Covid-19 au centre d'une formation organisée ce mardi à Moroni par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Reportage de Sophia Hassan et Salim Zarkachi. Préparer une équipe efficace d'intervention rapide pour affronter la pandémie Covid-19 est le but de cet atelier de formation virtuelle. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé a jugé nécessaire d'accorder cette formation à une équipe multidisciplinaire dans l'ensemble des îles Comores. Il y a des médecins, spécialistes en santé publique, il y a des urgentistes et réanimateurs, il y a des biologistes, et des techniciens biologistes également. Il y a des gens qui interviennent dans les équipes de surveillance et de veille sanitaire. Donc voilà, ça regroupe ces multidisciplinaires comme je l'ai dit. Et ces gens-là, ils vont avoir un double rôle une fois retournés dans leur milieu d'intervention. Parce que non seulement ils vont coordonner tout ce qui doit être fait en termes d'action, d'intervention rapide, mais ils doivent former également leurs collègues pour que nous puissions avoir les résultats que nous escomptions en matière de lutte contre le Covid. Cette formation est d'une grande importance vu qu'elle permettra à cette équipe qui travaille déjà sur la gestion de la pandémie Covid-19 aux Comores d'être bien outillée pour accomplir leur mission sur le terrain. Genève, Lyon, Lomé, Dakar, Brazza, Nairobi, les formateurs interviendront à partir de toutes ces localités pour donner différents
concept sur, depuis la rumeur, la gestion de la rumeur, jusqu'à l'investigation, l'enquête épidémiologique pour bien investiguer une rumeur et faire des prélèvements, comment prélever, comment analyser, comment gérer les données, comment rapporter sur la suspicion qui a été investiguée et comment informer les gens, même la communication. Tous les aspects de la gestion d'une urgence sanitaire sont prévus dans cette formation. Les différents pays de l'océan Indien ont déjà bénéficié de cette formation axée sur les modalités à gérer une pandémie. Les Comores ont bénéficié d'une façon virtuelle vu la fermeture des frontières. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé, toutes les dispositions sont prises pour que cette dernière soit une réussite. La journée mondiale des sapeurs-pompiers a été célébrée ce 4 mai. À raison de la propagation du Covid-19 de par le monde, la célébration n'a pas connu son éclat tout particulier. Le PNUD, à cette occasion, a remis du matériel composé de 400 blouses de combinaison, 450 lunettes, 10 thermoscans et 10 oxymètres de poules à la direction de la sécurité civile. Selon le commandant Takfin Ahmed, les sapeurs-pompiers sont en possession des moyens adéquats et sont disposés à accomplir leur mission à cette période de crise sanitaire. La Direction générale de la sécurité civile est à la disposition des services, des techniciens qui sont à l'hôpital El Marouf. Et à chaque fois qu'ils demandent notre appui, notre assistance, nous devons répondre présent. Et c'est ce que nous faisons jusqu'alors. Il n'y a aucune difficulté, ni à ce niveau, ni au niveau matériel. Je voulais vous faire remarquer que le président de la République, son Excellence Azali Assoumani, a demandé l'aide de partenaires. Mais on n'a pas attendu, le gouvernement comorien n'a pas attendu l'arrivée de cette aide. Des moyens ont été débloqués, des crédits ont été mis en place pour l'acquisition de tout le matériel, de tout l'équipement dont nous avons besoin. Un devoir pour nous que de veiller à la protection, à la sécurité de nos agents. On ne pourrait pas s'offrir le luxe d'envoyer nos agents dans des situations, les mettre dans des situations de danger ou de mort. Nous disposons de tout le matériel de protection nécessaire pour nos agents. Et vous savez, je tiens à remercier le programme des Nations Unies, le PNUD, pour l'aide constante qu'ils nous ont toujours apportée. Mais dans le cadre de cette pandémie, cet organisme fait des énormes, nous apporte une aide substantielle, additionnelle, qui tient compte de la situation du moment. Donc, le centre hospitalier GT de Ouachili fait face à de multiples problèmes pour assumer de la meilleure des façons ses responsabilités. On peut citer parmi tant d'autres le manque de matériel nécessaire qui a conduit les patients à ne plus s'y présenter. C'est inquiétant pour les médecins de cette région. Reportage de Hamida Chatamadi et Jaloud Rajab. Au centre hospitalier de Ouachili, appelé GTE, les infirmiers et médecins se trouvent confrontés à de multiples problèmes au moment où le pays s'expose à des cas de Covid-19. Les patients qui souffrent d'autres maladies que le cas d'un Covid-19 ne s'y présentent plus pour cause de peur d'être diagnostiqués positifs. Mais à juste titre, ce centre de santé ne dispose d'aucun matériel de soins dans ses différents services. Concernant la pandémie, parce que maintenant c'est devenu une pandémie, de coronavirus, nous les laborantins, on n'a pas assez d'instruments pour nous protéger. On a juste des gants et des masques, mais on n'en a pas assez. On n'a pas les vêtements pour se protéger. Du coup, ça nous fait peur d'affronter quelqu'un pour faire d'autres analyses. Ça nous fait peur parce qu'on risque d'être contaminé. On n'a pas assez d'instruments pour faire nos analyses parce que parfois il y a des patients, ils viennent et le médecin les prescrit des analyses et ils n'en trouvent pas ici. Du coup, on est obligé de les transférer à El Marouf ou dans d'autres laboratoires privés.
Donc ça c'est parmi les manques de notre laboratoire. Ainsi on n'a pas toutes les machines pour travailler. Donc on fait juste les CBI, mais on observe dans le microscope, mais on ne fait pas la culture. En cas de patient nécessitant un transfert à Moroni, le centre GTE ne serait pas en mesure de le faire, faute d'ambulance. Le laboratoire aussi n'est pas épargné. Les appareils nécessaires pour les analyses n'y sont plus. À cette occasion, les responsables lancent un cri d'alarme aux autorités sanitaires vu l'actuelle situation caractérisée par la pandémie du coronavirus. L'ANAMEV attire l'attention auprès de la population que seuls les scientifiques sont autorisés à passer une commande de médicaments. Le directeur de l'ANAMEV s'explique. Nous, on travaille en collaboration avec la douane. Donc, il y a ce qu'on appelle un guichet unique. Donc, là, il y a des modules qui sont là. Donc, maintenant, si vous commandez quelque chose, alors que vous n'avez pas suivi les procédures, donc la douane est en mesure de pouvoir saisir ces médicaments et les détruire. Donc la douane connaît les gens qui ont des autorisations pour pouvoir importer des médicaments dans ce pays. Dans ce problème, la santé de la population, vous savez, ça passe avant toute chose. Il ne faut pas mélanger la politique. Non. Ici, il y a des procédures. Qui peut commander des médicaments et quelles sont les procédures pour commander les médicaments. Donc il faut seulement les respecter. Ça n'a rien à voir avec une histoire de gouvernement. De toute façon, même si le gouvernement veut avoir des médicaments, donc nous, on va délivrer une autorisation. Le Croissant Rouge Comorien, en partenariat avec le comité de prévention contre le Covid-19 de Lima, a distribué ce week-end des cache-nez. Cette distribution a pour but essentiel de lutter contre la propagation du Covid-19 dans le pays. Cette même opération a également eu lieu à Dembéni pour le même objectif. Un reportage de Nordin Saïd et Salimali Ratiraka. En effet, le Croissant Rouge Comorien a remis au comité de prévention de Lima, dans la région de Mbadjini, des bacs de lavage de mains. Un don précieux en cette période de crise sanitaire qui vient renforcer les dispositifs hygiéniques déjà pris dans cette localité. À cet effet, une commande de cache-nez est lancée par ce comité villageois pour la protection de la population contre le Covid-19. Ce dernier veille pour l'application des mesures barrières comme la distanciation. Actuellement, un stock de produits de première nécessité est à la disposition des habitants du village. Nous, les responsables de notre village, on a proposé aussi d'autres moyens pour lutter contre le coronavirus et pour nous préserver, pour nous protéger contre ce coronavirus. Heureusement, les villageois, ils respectent et ils prennent bien au cœur les mesures du gouvernement. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de recevoir des seaux. Dans ces seaux, c'est un don provenant du Croissant Rouge. Ces seaux sont ici, mais avant de recevoir ce don de seaux, on avait proposé, ou bien on a une comité villageoise qui avait acheté des seaux, dont ces seaux avaient comme objectif de nous protéger contre le coronavirus. À Dembéni, le comité de prévention de la ville a opté pour des séances de sensibilisation. Nous aurons la possibilité encore de renforcer les mesures prises par le président de la République en matière de prévention. Le lavage de mains, c'est obligatoire à tout moment. Et encore, les masques doivent être obligatoires pour tout le monde. Parce que si chacun met le masque, ça va renforcer, c'est-à-dire ça va limiter le taux de propagation dans notre pays. L'on constate donc dans ces deux villages que les habitants ont pris conscience du danger de la maladie. L'installation des bacs hygiéniques dans les coins des villages, le respect de la distanciation, la sensibilisation et l'octroi des cache-nez sont bel et bien prises en considération. Les habitants de Bweni dans la région de Ouachili ont pris conscience du danger de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Selon eux, chacun est appelé à prendre des précautions pour éviter une contamination de la maladie. Écoutons-les. Le gouvernement n'a pas les moyens de nous confiner, bien sûr. Alors là, les citoyens eux-mêmes prennent toutes les mesures qui s'imposent. Puisque si par hasard,
le gouvernement déclare un confinement. C'est déjà trop tard parce que je sais bien que le gouvernement n'a pas le moyen de nous confiner financièrement. Franchement, il fallait que les citoyens prennent toutes les mesures qui s'imposent pour rester chez eux. Dans le cas contraire, si les gendarmes ne veillent pas, alors là, c'est vraiment un désordre total. Moi, ce que j'aimerais dire, les solutions qui nous restent actuellement, mobiliser les citoyens de rester chez eux, d'éviter un peu les rencontres, surtout dans les places publiques. Je vais juste dire que voilà, c'est officiel, la maladie existe dans notre pays, donc chacun doit prendre ses mesures, prendre ses distances et prendre ses responsabilités pour se confiner à la maison avec sa famille et prendre les distances qu'il fallait pour éviter cette maladie. Parce que nous avons constaté que cette maladie est réelle, mais la réalité est là, la maladie est là, donc il faut éviter, il faut respecter, il faut prendre les mesures nécessaires pour que cette maladie ne se développe pas dans ce pays. Espérons que Dieu va bénir ce pays, va nous aider si on s'aide soi-même et Dieu merci. Certains citoyens demeurent inquiets de l'utilisation de la fabrication des masques artisanaux. L'on a rencontré l'un d'eux qui interpelle les couturiers au sujet de la modalité de la confection de ces masques afin d'épargner la population de tout danger. Le 4 décembre 2019, la maladie du coronavirus, baptisée Covid-19, est arrivée dans le monde entier. Soyez vigilants, respectez les consignes, ne politisez pas cette maladie, car je pense que chacun, s'y met, on y gagnera tous. Et soyez forts, Inch'Allah, on s'en sortira. Clôture ce mercredi à Moroni d'une réunion de travail des oulémas, médecins responsables chargés des toilettes mortuaires au centre hospitalier de Samba. Cette rencontre intervient au moment traverse une crise sanitaire due à la propagation du Covid-19. Le grand moufti Aboubakar Seyd Abdillah rassure les familles que les procédures modalités d'une toilette mortuaire sont bien suivies à toute personne morte en cette période de coronavirus. L'association Ansar Sunna des Comores a distribué ce lundi dans le quartier Club des Amis des produits alimentaires au profit des familles démunies. Cette distribution des denrées de première nécessité financée par l'association Hayat Thorati al-Islamia de Koweït aura lieu aussi dans les autres îles en cette période de Ramadan. Reportage d'Aki Moursine et Ibrahim Mkawabo. Cette initiative est prise par l'organisation Al-Mustakbal en vue d'aider la population comorienne en ce mois béni de Ramadan. Le don est d'une valeur de 5 000 € et les bénéficiaires sont au nombre de 180. Il s'agit de la première activité de cette organisation. Cette dernière est créée cette année 2020. Le panier, ce n'est pas seulement le panier du marché, mais un panier comprend un sac de riz, 5 kg de sucre, 3 litres d'huile et 3 kg de farine. C'est distribué à nos frères dans nos maisons comoriennes, nos frères nécessités, qui ont besoin, et comme ils sont au nombre de 180, choisis dans nos différents foyers pour profiter de ce don de Ramadan. Ces 180 colis alimentaires permettront aux bénéficiaires de mener à bien leur vie en ce mois de Ramadan où chacun doit se nourrir à chaque rupture du jeûne. À l'échelle internationale, l'Angleterre, avec plus de 30 000 morts, devient le deuxième pays le plus touché au monde par le Covid-19. En Russie, nouveau bond de 10 000 cas de coronavirus, plus forte hausse en Europe. Enfin, à New York, des milliers de personnes font la grève des loyers pour cause de Covid-19. Reportage. Le père de Mamadou rêvait d'être enterré dans son pays d'origine, le Mali. Mais avec la fermeture des frontières, la famille a dû se résoudre à l'inhumation en France. Mon père est décédé fin mars, on l'a enterré mi-avril. C'était un délai de 18 jours, c'était énorme. Et pendant ces 18 jours, on ne mange pas, on ne dort pas, on n'est pas paisible
tant que le défunt n'est pas en paix. Pendant près de 3 semaines, Mamadou et sa famille se sont démenés pour trouver une place dans un carré musulman. Donc là, le coronavirus a permis de mettre en exergue ce manque cruel de carré musulman et cette volonté également d'être enterré de manière digne. D'autres familles attendent toujours une hypothétique autorisation de rapatriement. Abdessamad Atrèche est toiletteur funéraire. Il doit faire face chaque jour à des familles désemparées. Certaines familles attendent que les frontières s'ouvrent et les mettent à Rungis. Mais ça devient juste pas possible. Ça veut dire que ces familles-là ne peuvent pas faire leur deuil. Dans ce cimetière en banlieue parisienne, une dame de 85 ans, victime du Covid-19, n'a pu être rapatriée en Algérie. Elle vient d'être inhumée en dehors du carré musulman. Il est plein depuis longtemps. Faiza et Samad ont interpellé la mairie pour qu'un nouvel espace soit créé. Là, aujourd'hui, il y a eu encore un enterrement. J'ai vu des enfants du quartier, des petits-enfants. Et ça touche. Je crois, quelque part, on peut pas rester insensible. On ne peut pas rester insensible. Et on se dit, si c'est nous qui sommes accompagnés comme ça, moi, je ne veux pas être jetée au plein milieu, quoi. L'existence d'un carré musulman dans un cimetière relève du bon vouloir de la municipalité. Il y en aurait quelques centaines en France, alors que le pays compte environ 45 000 cimetières. Une réalité que les musulmans découvrent douloureusement avec l'épidémie de coronavirus. Habituellement, c'est le ministre de la Santé qui présente le point presse quotidien. Mais ce mardi, c'est le chef de la diplomatie qui s'en est chargé. Et il prévient, les Britanniques vont devoir s'habituer à vivre avec le coronavirus. We will need to adjust to a new normal where we as a society adapt to safe new ways to work, to travel, to interact and to go about our daily lives. Selon les derniers chiffres, dans l'ensemble du Royaume-Uni, plus de 32 000 personnes ont succombé au Covid-19. Le pays passe ainsi devant la France, l'Espagne et même l'Italie. Il devient donc le plus touché d'Europe. Deaths in hospital have been falling. Deaths in care homes in the week to the 24th of April were still rising. There is a real issue that we need to get to grips with about what is happening in care homes. Pour l'opposition, ces chiffres confirment que le gouvernement a tardé à prendre la mesure de la pandémie. Le premier décès sur le sol britannique a eu lieu le 5 mars. Mais il aura fallu attendre 18 jours supplémentaires avant l'instauration de mesures de confinement. La Russie a enregistré ce mardi un nouveau bond de 10 000 cas détectés de coronavirus, une tendance qui s'observe depuis 3 jours. Face à l'ampleur du phénomène, les étudiants en médecine sont mis à contribution. Leur aide était initialement basée sur le volontariat, mais depuis cette semaine, ils ne peuvent refuser sous peine de sanctions. Parfois, vous venez voir des patients à l'hôpital, vous vous occupez d'eux, vous faites des injections. Vous vous adressez constamment à la même personne en vous inquiétant pour elle. Et puis un jour, vous vous rendez compte que le patient a pu sortir. On acquiert des compétences inestimables. À l'avenir, on sera fier d'avoir participé à l'élimination de la pandémie. Selon les chiffres officiels, la Russie compte plus de 150 000 cas et près de 1500 décès. Des pénuries de masques ont été signalées dans le pays et les médecins affirment qu'une centaine de leurs confrères sont décédés. C'est une infection très dangereuse. Vous ne pouvez pas considérer cela comme une activité à faire pratiquer par des étudiants en stage. Nous avons besoin de garanties pour obtenir des moyens de protection. Car nous entendons tous des nouvelles de la part de nos collègues, des médecins, qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de protection, même pour ceux qui travaillent. Malgré la progression de la pandémie, le pays se prépare officiellement à partir du 12 mai à la levée progressive des mesures de confinement en vigueur depuis la fin du mois de mars. Quand leur propriétaire a frappé à la porte il y a 10 jours pour réclamer le loyer, Dylan et ses colocataires ont refusé de payer. We told him that we were not able to pay rent at the moment because we lost our income, so he was not pleased, to say the least. He did not yell or anything. He was just being very upset. Dylan travaille dans le monde de la nuit. Il a perdu l'essentiel de ses revenus et ne peut pas prétendre au chômage.
Right now, food is the only important expense that I can think of right now. À New York, des milliers de personnes ont rejoint, comme Dylan, la grève des loyers, un mouvement d'une ampleur jamais vue depuis la crise de 1929. Certains propriétaires se montrent compréhensifs, comme Mario Salerno. À Brooklyn, le garagiste possède des dizaines d'appartements. Au début de la crise, il a offert le loyer à ses nombreux locataires. Because a lot of them lost their jobs, a lot of them were struggling, a lot of them would have became homeless. So I tell them all to relax, stay home, make sure they help their neighbors, their roommates, they have food on their table. Mais la majorité des propriétaires n'ont pas les moyens d'agir comme Mario. Jay Martin travaille pour un syndicat qui représente 4000 petits propriétaires. We have to maintain these buildings. We have to pay property taxes on a monthly basis. We have to pay mortgage payments. We have to pay water and sewer costs, which are through the roof. So all these expenses are still real. They're still there. They're still there on a monthly basis. Aujourd'hui, propriétaires et locataires de New York demandent au gouverneur et au maire de trouver une solution pour que tous puissent traverser au mieux cette crise, conséquence de l'épidémie de coronavirus. Et cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur le RTC. Au revoir.